Et bonsoir, bonsoir. Salut Laurent, salut à ceux qui sont en live. Écoutez, attendez, laissez-moi relancer. Oui, voilà, nous, il y a du monde. Impeccable. Du coup, salut Laurent, bienvenue pour cette soirée Jacques Montpellier. Jacques Montpellier qui renaît vite fait de ses cendres un an après, plus d'un an après le dernier événement. Où on a enfin quelqu'un qui nous a proposé un talk, etc. Donc merci Laurent de nous avoir envoyé un talk pour relancer ça. Donc c'est la relance avant la période estivale, c'est ça qui est très rigolo dans l'histoire, c'est qu'en fait on relance pour le dernier mois avant la période estivale. Et bon, bah, on pourra en parler à la fin du talk, on espère bien reprendre en physique ou de manière plus régulière au mois de septembre. Et puis voilà, moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Du coup, Laurent, je pense que tu as un slide de présentation tu as un slide de présentation. Donc Oui. je pense que ça sert à rien qu'on le fasse en avance. Donc ce que je te propose, c'est que je te lance sur la scène et je te laisse faire le talk tranquillement. Et puis on se revoit derrière. Ok, ça marche. On fait comme ça. Hop, vas-y. Ouais, réessaye s'il te plaît, j'ai l'impression que j'avais un petit peu coupé. C'est bon, on t'entend. C'est bon? Ouais, c'est bon. Du coup, moi, je me sors de là et je te laisse du coup faire le talk. Et bonne chance, on se voit tout à l'heure. Ok, ça marche. À toutes. Bonjour tout le monde, du coup. Donc on va parler de Quarkus aujourd'hui. Euh, alors, du coup, on en parle parce que c'est intéressant et qu'on a choisi en fait de s'en servir pour voir ce que ça valait. Parce que beaucoup de gens en parlent et voilà, on était assez curieux. Alors, je remercie le Montpellier Jog déjà de nous héberger sur Twitch. Voilà, c'est plutôt cool. Je remercie nos sponsors aussi. Et puis François, voilà, qui s'occupe du talk. Alors, dans l'audience, c'est important pour moi de voir déjà si effectivement vous connaissez, vous envisagez, voire vous vous servez déjà de Quarkus. Donc, si dans le chat de Twitch, vous pouvez mettre A, B ou C, par exemple, pour que je vois un petit peu, voilà, si vous connaissez un petit peu ou pas, pour pas trop faire de trucs pour les newbies, on va dire, si tout le monde connaît déjà. J'ai des petits slides rapides, de toute façon, qui viennent juste après. Ok, il y a du connaît, il y a du Sancerre déjà. Je sais que j'ai eu des échos, effectivement, d'autres personnes qui, justement, envisagent et commencent un tout petit peu à s'en servir. Donc, en fait, je fais juste un rappel natif. Donc, c'est quoi et puis pourquoi on garde ça? Donc, c'est une stack, en fait, pour faire des microservices, typiquement pour des conteneurs de cloud. C'est une stack particulière parce qu'en fait, ça produit soit du jar, soit un binaire natif directement. Et du coup, avec une empreinte mémoire réduite, que ce soit en JVM ou en binaire natif. Comment l'empreinte mémoire réduite, ça marche, on va en parler un petit peu après, ça fait partie du retour d'expérience. Mais en gros, il fait de l'ahead of time discovery. Et du coup, ça permet d'embarquer juste le nécessaire en fait, au moment du livrable. Ça démarre très vite, ça facilite le dev, notamment parce qu'il y a du live reload qui fonctionne, c'est important. Il y a des tests run en continu également, pour en fait, quand vous codez, directement, ça vous lance les tests. Vous n'avez pas à faire du Gradle test vous-même derrière. Et c'est même capable de vous mettre des Docker directement qui contiennent des environnements de test, comme des bases de données, par exemple. C'est JDK8, JDK11 pour Quarkus 2. Donc JDK11, en fait, les gens y passent, où ils sont déjà. Il y a toujours une compatibilité JDK8 qui est maintenue pour Quarkus 1, pour le coup. Et c'est assez important. Voilà, je pense notamment aux gens qui sont encore sur le Spring, par exemple. Et du coup, Spring maintient aussi JDK8. Donc voilà, Quarkus ont choisi de pas dire désolé, c'est JDK11 obligatoire. Quarkus 1 fonctionne sur JDK8.
Et Quarkus 2, pour le coup, est très très récent, est en version alpha, et lui, pour le coup, ce sera que JDK11. Et ça commit déjà pour JDK16 et Kotlin, JDK17 même, et Kotlin 1.5. Je pense que c'est important de parler du vrai use case, parce que là, justement, on est dans un retour d'expérience, on n'est pas dans un Hello World, on n'est pas dans un petit benchmark comparatif vis-à-vis de Spring Boot ou de Micronaut, on va en parler par la suite. Donc on a un vrai use case, et sans spoiler, qu'on a envoyé en prod, du coup, avec Quarkus, pour le coup. Le use case, c'est basique, on va dire, c'est une API HTTP qui lit et écrit dans des bases de données en multitenant, donc on a un tout petit peu de complexité. Quarkus, pour nous, c'était en fait le bon use case, parce que c'est un projet disons pour le retour d'expérience, c'est un projet qui était à risque faible, avec des contraintes peu élevées en termes de temps, budget OK, les specs sont bonnes. Donc on a choisi en fait de partir sur du Quarkus JVM, mais on regarde quand même GraalVM pour le natif, pour voir ce que ça donne. Sur un malentendu, on ne sait jamais. On a choisi de rester en impératif et de ne pas faire de réactive, mais on regarde encore une fois le non-blocking. Quarkus, le truc, c'est qu'en fait, une des forces, c'est que tu peux mixer impératif et réactif, mais on va voir par la suite qu'en fait, on a choisi de rester en impératif, quoi. Mine de rien, l'API embarque un certain nombre de jars. Hein. Voilà, on est quand même loin du Hello World. C'est du JDBC, du JAX-RS, il y a du cache, il y a du monitoring, du scheduling, des métriques, du Swagger et du Docker. Dans un contexte de retour d'expérience, donc comme vous, comme pas mal de monde, je pense, on a déjà du Spring chez nous. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas tout péter et tout refaire, c'est de voir si on peut en fait réutiliser certains éléments qu'on a fait dans les projets Spring, et de voir ce que ça donne en fait hors du cocon qui est donné par Spring. Voir si en fait on peut par exemple importer le jar directement et voir en fait à quel point notre applicatif était bindé sur Spring, et voir si en fait une migration se passe pas très bien. Pour un retour d'expérience, c'est important en fait de faire attention au budget, parce que c'est facile de se perdre dans un nouveau framework comme Quarkus. Nouveau, bon, ça a déjà 2 ans et demi à peu près, mais c'est important pour nous et pour vous aussi si vous envisagez du coup de mettre un budget sur la table directement, en disant voilà, on va l'étudier et on va regarder ce que ça donne. Donc pour nous, ça représentait 7-8 jours à temps plein de plusieurs développeurs seniors, développeuses et développeurs. Voilà, en agile, en gros, si vous faites en agile, on va compter un sprint, quoi. Et du coup, l'objectif, c'est de voir justement si on pouvait aller en prod et qu'est-ce qu'on perdait, c'était quoi les risques et les surprises éventuelles, les coûts et puis les gains, quoi. Le réactive, on en parlera plus tard. Voilà. Pourquoi on l'évaluait en particulier, comme vous le savez peut-être, sûrement, il y a d'autres frameworks qui sont là. On a déjà Spring aussi. Quarkus, donc du coup, les gens en parlent, les auteurs, et puis non seulement les gens qui s'en servent aussi, et ça, c'est plutôt cool. En termes de communauté, ils sont très très forts. En fait, ils ont GitHub, Stack Overflow, ils ont Zulip, qui est un chat, en fait, comme Slack. Ils font des weekly épisodes sur YouTube tous les mercredis. En fait, il y a les développeurs de Quarkus qui présentent le projet. Et ils font aussi des interviews avec les gens qui s'en servent. Donc c'est très très intéressant parce que ça donne en fait une vision d'autres gens qui s'en servent en prod en fait. Et ça aide à la décision en fait, ça aide au choix. Parce que voilà, vous êtes face à des gens comme vous, en fait, comme vous et moi, voilà, qui font ça pour le taf. Et du coup, c'est vachement intéressant d'avoir les retours d'expérience de YouTube, quoi. Il y a des e-books PDF gratuits qui sont disponibles sur le site de Red Hat. Il y en a un 4e qui va arriver, qui sera payant, qui sera du coup aussi en version papier. Double intérêt, donc du coup technique et business, il y a du live reload, c'est quand même sympa. Ça mange moins de RAM. On peut envisager du coup de faire un mix en fait entre de la JVM et du natif. Ça démarre très vite. Et quelque chose qui est peut-être pas assez souvent mis en avant,
dans les autres talks qu'il y a eu jusqu'à présent. C'est qu'en fait, ça permet aussi de suivre globalement l'écosystème Java Cloud et Microprofil sans s'embarquer dans, voilà, dans le wagon de la hype en mode faut faire du Quarkus, c'est génial. Ça permet de suivre en fait que vraiment où va l'écosystème, où en est l'écosystème. Et on s'aperçoit que c'est un écosystème en fait en Java Cloud Microprofil qui est très très vivant. Et c'est intéressant parce que si vous faites le choix de Quarkus, ça peut aider par exemple à recruter pour attirer des profils qu'on aurait peut-être un peu marre de Spring des années 2000. Ça aide aussi à voir les choses sous un autre angle, parce que vous les voyez du coup sous un angle qui n'est plus celui de Spring nécessairement. Et c'est voilà, c'est aussi intéressant pour ce genre de choses. Il n'y a pas d'effet en train de la hype, hein, mais c'est vrai que Spring Boot et Spring commencent à dater un petit peu. Spring, voilà, c'est pour les plus vieux d'entre vous et moi y compris. Spring, c'est 2004, hein, donc voilà, ça a 17-18 ans, quoi. On va dire qu'il finit son adolescence, et Spring Boot, c'est pas beaucoup, beaucoup plus vieux. Et ça domine clairement voilà, les installations et les marchés. Et c'est aussi intéressant voilà, de voir un peu de choses, en fait, parce que ça aide aussi à penser d'une manière différente, qui n'est pas forcément celle de Spring. Pourquoi on l'a évalué et pourquoi ça peut vous aider si vous devez le défendre devant vos CTO, par exemple, c'est Quarkus et Red Hat, en fait. Et Red Hat, depuis 2019, c'est IBM. IBM ont racheté Red Hat. Donc il y a des gros derrière. Ils ont les reins solides. Et IBM, en plus, a indiqué sur leur site que du coup, ils ont racheté Red Hat. Donc en fait, ils se retrouvent avec WebSphere, leur serveur d'application. Ils se retrouvent avec Open Liberty, qui était un framework microservice. Et ils se retrouvent aussi du coup avec Wildfile, JBoss et puis Quarkus. Et Red Hat a explicitement écrit sur leur site qu'en fait, ils ne cherchaient pas à absorber ni Wildfile ni Quarkus, en fait, parce qu'en fait, il y a déjà des gens, des communautés qui sont là. Et IBM ne va pas chercher, en gros, à vous mettre tout ça dans un WebSphere gigantesque. Donc, c'est plutôt cool de leur part. Et voilà, c'est intéressant qu'il l'ait écrit publiquement parce que les gens s'inquiétaient, en fait, du rachat de Red Hat par IBM. Je passe un peu vite, donc en fait, en vue d'avion, c'est pas juste un framework microservice de plus. Ça succède à Tortnail, qui était le projet Red Hat de projet léger de conteneurs microservices légers. Ce qui est important, donc ça succède par Webfile, vous n'avez pas de JB dans Quarkus. C'est pas Java Enterprise Edition. Si vous avez du code qui du coup est du JEE, au sens pur JEE, bon vieux éléphant, on va dire, vous pouvez pas comme ça basculer d'un seul coup en fait sur Quarkus, il y aura des petites migrations à faire. Donc c'est pas J2E compliant à 100%, c'est pas non plus CDI compliant à 100%. C'est aussi parce qu'il y a tellement de choses dans ces API que Quarkus n'avait pas besoin de tout. En revanche, vous pouvez faire des choses comme il y a du SOAP, ça marche avec CXF. Pour les JSF, en théorie, il y a des choses qui fonctionnent. Mais voilà, c'est pas un full JB, quoi. Donc c'est un Spring-like microprofil de chez Red Hat qui mise totalement sur le cloud. Ce qui est important, c'est que c'est pas le seul. Il y a déjà des acteurs qui sont là, qui vont pas se laisser faire face à Quarkus. Il y a Micronaut. Micronaut, donc la boîte, c'est Object Computing. C'est open source, mais du coup, ils gagnent aussi de l'argent avec de la formation et du support dessus. C'est les mecs de Grails. Voilà, donc c'est pas des amateurs non plus. Et il y a effectivement un duel frontal en fait entre Micronaut et Quarkus depuis quelques mois. Il y a d'autres géants, il y a Oracle qui est là avec Elidon, il y a Payara, Open Liberty, IBM c'est un peu particulier parce qu'IBM a racheté Red Hat, donc ils ne sont pas en vraie concurrence. Et ce qui est important, c'est que voilà, en fait, on a effectivement Spring Cloud et Spring Native. Donc c'est VMware aussi, hein, c'est aussi un duel de géants entre Red Hat et VMware.
Ils sont déjà là, et du coup, ni Oracle avec Elidon en particulier, et ni Spring ni Native, en fait, ils vont se laisser piquer le marché, en fait, du cloud natif. Voilà, ils sont déjà en train de réagir à la popularité de Quarkus. Mais justement, le mot réagir, il est important, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en réaction. Et Quarkus a déjà pris de l'avant sur certaines choses. Néanmoins, il y a une annonce officielle de Seb Deleuze, qui est le développeur principal chez Spring, qui a clairement dit que voilà, Spring Boot 3 et Spring 6, en gros, ce sera First Class Native à la Quarkus. Et Micronaut, ils sont déjà en train de publier des benchmarks, justement, frontaux face à Quarkus. Je passe un petit peu vite, mais ça fait partie du retour d'expérience. Donc en fait, Quarkus vue d'avion, c'est ça. Les choses à retenir, parce que ça fait beaucoup de cases. Il y a une très forte présence du standard micro-profil. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais elle est à gauche sur la boîte micro-profil. Et en fait, il y a beaucoup d'extensions en fait, qui sont basées sur micro-profil. Simplement parce qu'en fait, c'est pour faire des livrables pour du microservice cloud, et que micro-profil, l'API, elle est géniale pour ça, parce que elle couvre tous les besoins du cloud, en fait, quoi. Donc Quarkus, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas une implémentation EE de l'API micro-profil, c'est pas du tout ça. C'est les extensions de Quarkus. C'est pour ça que la boîte d'extension, finalement, elle est assez grande. Quand vous regardez la taille de Quarkus Core, par exemple, c'est pas très gros, en fait. Et Quarkus, il y a quand même beaucoup de choses qui sont des extensions, en fait. Et c'est elles qui choisissent, ou pas d'ailleurs, d'implémenter micro-profil, en fait. Ça dépend des fonctionnalités qu'elles recherchent. Ce qui est aussi important à noter, c'est qu'en fait, on retrouve pas mal de briques Red Hat par défaut. Donc, ça veut dire que Quarkus, il débarque par défaut et privilégie, j'ai envie de dire, des briques de Red Hat. Donc, vous aurez Hibernate, vous aurez Agrol, qui est le pool JDBC, vous aurez Narayana, vous aurez Smallry, par exemple. Tout ça, c'est des projets Red Hat, en fait. On va voir par la suite, parfois, ça peut gêner, quoi. Ce qui est important aussi, donc c'est du Vertix par défaut, avec du Netty. Il n'y a pas de Tomcat, par exemple, à l'intérieur, quoi. C'est basé sur Vertix. Donc ça veut dire que c'est des event loops à la node et des threads dans des workers, dans des pools de workers. Ce qui est aussi important, qu'on voit bien sur le graphe, c'est que Graal n'est pas requis. C'est-à-dire que si vous avez une image, une vision un peu de Quarkus en mode c'est du natif, c'est pas que du natif. En fait, il y a deux piliers qui sont justement Hotspot et Substrate VM. Donc Hotspot, voilà, c'est la VM classique. Et Substrate, donc c'est celle de Graal pour le coup. Et du coup, Graal n'est pas requis. On peut faire du Quarkus en JVM. Il n'y a absolument aucun souci avec ça, quoi. Comment ça allège un petit peu, donc c'est aussi important d'en parler pour comprendre que c'est pas magique en fait. Comment ça arrive justement à prendre si peu de RAM? En fait, ça utilise des annotations qui en fait, au moment de la compilation, donc AOT, Ahead of Time, en fait, Quarkus, les extensions indexent en fait tout votre code, indexent le code, mettent ça dans un énorme index. Donc ça indexe tout, hein, les classes, les méthodes. Et du coup, ça génère du bytecode qui va être optimisé en fait pour démarrer plus vite. En fait, l'application elle saura déjà de quoi elle a besoin, comment démarrer les choses. Et ce bytecode optimisé, c'est ce qui aide Graal aussi justement à tri-checker tout ce qui ne sera pas requis en fait. Notamment quand vous faites du coup du natif, ça vous permet aussi d'éjecter les classes du JDK. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez avec en fait des livrables qui sont beaucoup plus petits et démarrent beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, ils savent déjà comment ils vont démarrer. On va le voir au slide d'après, c'est assez malin de leur part. Donc en gros, c'est un générateur de bytecode optimisé, quoi, si j'exagère un petit peu.
Donc en fait, la difficulté de ça, c'est qu'en fait, c'est côté, c'est une citation directement des devs, c'est que c'est proportionnel au nombre de dépendances que vous avez en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez plein de jars et plein de codes de manière générale, euh, c'est difficile du coup d'arriver à tout indexer par magie, parce qu'en fait, il n'y a pas de magie et qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a tellement d'extensions dans Quarkus. C'est pour ça que le corps, il n'est pas très grand et qu'en fait, il y a beaucoup d'extensions. Parce qu'en fait, les extensions couvrent en fait toutes les librairies populaires, toutes les librairies open source. Et typiquement, les extensions, c'est aussi ce que vous allez écrire vous quand vous allez avoir envie de porter votre code en natif. Il va falloir faire une extension en fait. J'exagère un peu, mais les extensions, c'est en gros uniquement ces annotations pour faire du bytecode optimisé, quoi. Ce qui est important, c'est que du coup, en fait, Quarkus, c'est pas juste un framework, c'est une combinaison entre un outil de build, parce qu'en fait, ça build ahead of time en AOT, et ça sert aussi de framework parce que ça vous donne tous les outils pour faire parler les briques ensemble. En fait, c'est une très bonne combinaison. Enfin, c'est un terme qui est employé par leurs devs. Je pense à Clément Escoffier notamment. C'est clairement un mix en fait entre un build tool et un framework. C'est les deux. Donc il y a un peu d'écran, un peu de code. C'est peut-être un petit peu flou. Mais donc une extension, c'est ça en fait. Une extension, donc c'est ce qui permet de vous générer du bytecode optimisé. Ce qui est important, parce que vous allez devoir faire ce genre de choses si vous choisissez de porter votre code à vous en natif. Si vous utilisez des briques open source, il y a déjà des gens qui ont créé des extensions pour pas mal de projets open source populaires, donc il y a un sacré paquet d'extensions. Mais vous, votre code, si effectivement vous voulez mettre en natif, il y a des chances que vous deviez faire une extension. Une extension rapidement, donc c'est toujours un couple entre un deployment et un runtime. En fait, en gros, c'est des annotations. Voilà. C'est des annotations qui s'appellent build step, record. Et en fait, c'est quelque chose ce qui est important, vraiment le bon résumé, c'est qu'en fait, c'est de la deferred execution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du code qui est connu au moment du build time. C'est-à-dire qu'en fait, au moment du build time, en fait, ça va vous générer tout le bytecode nécessaire et uniquement le bytecode nécessaire. Et ça, du coup, ça vous génère au moment de la compilation. Mais tout ça, ça va être démarré en fait au runtime. C'est pour ça que c'est de la deferred d'exécution, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une collecte en amont de comment les choses vont se passer, quoi. Il y a besoin de ce genre de choses justement parce qu'en fait, c'est en amont que vous allez devoir, dans votre extension, si vous faites du natif, le natif, c'est un monde fermé et étanche. Graal, c'est ce qu'on appelle un closed world exécution. En fait, c'est qu'au moment de la compilation en amont que vous allez devoir, que vous allez pouvoir dire de quoi vous avez besoin, de quelles ressources vous avez besoin, de quelle manière d'initialiser les choses vous allez avoir besoin, et de quelle réflexion vous allez avoir besoin, de quel proxy vous allez avoir besoin, de choses comme invoke dynamique. Tout ça, en fait, vous n'avez pas le choix. En fait, Graal, ce sera une boîte noire. Donc, en fait, il a besoin de connaître en fait en amont comment les choses vont se passer au runtime, en fait. Et ce mécanisme de deployment et de runtime, c'est assez malin, clairement, de la part des gens de Quarkus. Donc voilà, pensez extension si vous visez du natif. Donc en retour d'expérience, on a dû sévèrement mettre les mains dans le code pour vraiment comprendre comment ça se passe, parce qu'on ne voulait pas envoyer en prod un truc YOLO, j'ai envie de dire, un truc sans vraiment avoir regardé les sources, quoi. Et la doc, et les starter kits. C'est accessible. Clairement, c'est relativement simple de naviguer dans le code.
Il y a des starter kits qui sont très bien, la doc elle est très bien, il y a des très bonnes présentations références, donc notamment de Clément Escoffier de Red Hat, de Emmanuel Bernard aussi de Red Hat. Pour Graal, je vous invite à regarder la presse référence de Elvadas Nono, qui est développeur advocate chez Graal. Il est très fort et il est très honnête et transparent sur le fonctionnement de Graal. Il y a des YouTube Weeklies, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est toujours intéressant de voir les gens qui se servent de Quarkus parler avec les développeurs, parce qu'ils n'hésitent pas à leur dire votre truc, de temps en temps, imaginez, il y avait des bugs, hein, c'est pas que du commercial, enfin c'est pas du commercial, hein, c'est vraiment un échange entre auteurs du framework et les users. Il y a notamment Vodafone qui a des épisodes sur YouTube très très intéressants. Il y a notamment Pascal Di Benzi de chez Socube qui a fait quelque chose de très intéressant où en fait il compare les temps d'exécution en millisecondes entre Spring Boot et Quarkus dans un environnement Kubernetes. On va en parler après, mais sa presse elle est vraiment très bien. Pousser davantage l'étude, donc ça veut dire read the source, read the doc. C'est accessible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources. Il y a GitHub, il y a Zulip si vous avez du mal, il y a une mailing list, il y a Stack Overflow, il y a des e-books. L'équipe, elle est assez alerte et assez accessible. Nous, dans notre cas de figure, c'est juste une API REST, mais on a quand même ouvert 5-6 tickets, 7-8 si on rajoute des tickets qui sont pour des extensions qui ne sont pas faites par les développeurs principaux de Quarkus. Mais voilà, juste pour une API, quand même, on a réussi à ouvrir 7 tickets. La majorité sont fermés et l'équipe, globalement, a répondu très vite. Parce qu'en fait, ils sont très très alertes sur tout ce qui se passe sur GitHub et Stack Overflow et Zulip également. Ce qui est important et ce que je vous invite à faire aussi, c'est de prendre un projet existant comme référence si vous faites de la migration pour voir justement si vous débordez dans le temps en fait, et dans la technique. Parce que c'est facile de se perdre dans un framework un peu sexy, un peu nouveau. Et du coup, il faut toujours garder à l'esprit comment j'aurais fait avec Spring Boot, ou comment j'aurais fait avec Micronaut, par exemple, ou avec Elido, voilà, si vous en avez déjà. Les sources LADOC. Donc, sur un MacBook Air de 2019, ça build dans 35 minutes. Sur un laptop récent, sans être une machine de tueur, ça build en 20 minutes. C'est pas mal. C'est pour vous donner une idée de la taille du projet. Ça build, c'est-à-dire que je clone la branche master main. Donc je build tout Quarkus. Voilà, en termes de volume, c'est encore acceptable, on va dire. La doc est bonne. Les internal mécanismes, c'est un peu plus compliqué parfois. Notamment les extensions. On va en parler. C'est un peu délicat quand vous rentrez à fond dans le code. Là, il y a des internal mécanismes un petit peu durs à comprendre. Il y a un ticket qui est là pour ça, qui dit justement que il manque un peu de doc pour les seniors, pour en fait leur donner quelques pistes pour bien comprendre les mécanismes internes. Voilà, donc il y a des bonnes presses de Red Hat. Il y a un premier bon article chez Baldung, qui est un indépendant en Java, qui fait souvent des bons articles de blog, et du coup, il en a parlé récemment. Et il y a eu le Quarkus World Tour en mai 2021, que je vous invite à voir aussi au Paris Jug. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a eu des tout petits ratés dans la démo, parce qu'en fait, c'est tellement frais, certaines choses, qu'il y a 2-3 trucs qui déconnaient. Et donc ça montre un peu la fraîcheur du framework, mais ça reste quand même une très très bonne presse. Graal, on va dire, vous parlez de la doc de Graal et des sources de Graal, c'est pas le sujet maintenant, d'autant que le native il n'est pas obligé et qu'en fait Graal simplifie le Graal compliqué. Donc on y va direct, on ne prend pas trop de gants. Justement, on va vraiment je vais vraiment vous montrer en fait ce qui nous a
ce qui a pu nous gêner et des alternatives qu'on a dû trouver. Parce que je pense qu'en fait, dans la majorité des cas, il y aura des petites alternatives à trouver. Parce que vous aurez peut-être... Enfin, vous pouvez avoir des surprises. Donc ça, c'est en fait c'est par thème. Donc là, c'est ce qui concerne la base de données. Donc ce qu'on a pu perdre, ce qui manque ou ce qui est frais chez eux, et la compensation qu'on a trouvée, ou qu'ils ont trouvé. Je parle des gens de Quarkus. Donc plus c'est orange foncé, plus c'est emmerdant. Quand c'est blanc, c'est neutre, et voilà. Ce qui est un peu emmerdant, du coup, le seul pool JDBC par défaut en natif, c'est JBoss, c'est Agrol. C'est pas Ikari, c'est pas DBCP. Voilà, ils n'avaient pas de raison d'utiliser Ikari, ils ont préféré prendre le pool de Red Hat, qui est celui de JBoss. Mais si vous avez des pools qui n'étaient pas ceux de JBoss, donc je pense à Ikari, parce que c'est un pool populaire, je pense à C3PO, voilà, DBCP. Vous n'aurez pas Ikari en natif, pour le coup. Donc il va falloir le porter, ce qui n'est pas facile. Ou alors, vous utiliserez le pool Agrol. Il marche très bien, hein, c'est juste que c'est pas le pool le plus connu du monde, en fait, parce que c'est un pool de Red Hat, quoi. Si on n'aime pas Hibernate, c'est vrai qu'il est assez mis en avant, globalement, dans Quarkus. Bon, c'est pas très gênant, mais c'est vrai que beaucoup d'exemples, en fait, parlent de Hibernate, et tout le monde ne fait pas du Hibernate. Donc les alternatives, effectivement, c'est du Jouk, du MyBatis, de faire du bon vieux JDBC, voire du réactive JDBC, quoi. Même s'il y a aussi du Hibernate réactif dans l'histoire. Hibernate n'est pas obligatoire, ça je tiens à insister. Vous avez des alternatives, et voilà, c'est juste que par défaut, c'est pas déconnant de voir que Red Hat, ils aiment bien Hibernate, parce que c'est un peu leur... Enfin, ça fait partie de leurs outils maintenant, en tout cas. Un truc qui peut vous gêner, c'est justement si votre base de données elle est un petit peu trop vieille, voire exotique, les extensions JDBC et les extensions Flyway de Quarkus ne fonctionneront pas si votre base de données elle est trop vieille. Donc je pense aux vieilles bases de données legacy. Faites attention à ça. Je pense qu'aux vieilles bases de données, vous avez besoin de drivers trop anciens. Faites attention à ça. En fait, Quarkus a choisi en fait d'embarquer des librairies récentes, des drivers récents, par exemple. Et du coup, si vous avez des vieilles briques legacy qui sont un peu la poussière, en JVM, il n'y aura pas trop de soucis, vous pourrez les adresser. En natif, ça va être une autre histoire, parce qu'en natif, si Quarkus n'a pas porté en natif cet ancien code, qui date un peu, vous allez devoir le faire vous-même. Donc, pas très très simple. Donc, il faut faire gaffe, en fait, parce que tout le monde n'est pas sous Postgres 13 et MariaDB 11, et voilà, quoi. Donc, faut faire attention à votre version de base de données. Il y a notamment JDBC Oracle, qui effectivement a aussi quelques petits bugs sur des versions vieilles de Oracle. J'insiste encore une fois, quand c'est vieux, c'est vieux, quoi. Donc il faut faire attention. Ce qui est important, si vous faites des choses comme des native queries, pour notamment je pense à des requêtes géospatiales, des choses comme ça, ça marche pas, ils supportent pas le native query de l'attribut query quand vous faites du JPA. Il y a un ticket chez eux, voilà, qui est ouvert depuis quelques temps. L'alternative, c'est vous faites des native queries directement avec le Entity Manager, ou alors avec du Prepared Statement, en fait. Mais voilà, du coup, si vous avez des briques Spring JPA, où vous avez des arrobas query et que vous avez des native queries dedans, ça marche pas. Dans Quarkus, il va falloir les changer un petit peu, quoi. Toujours JPA, si vous faites de l'authentification via JPA, avec la notation roll the load, si en plus vous faites du multi-tenant,
ce qui finalement concerne pas mal de sociétés, ça marche pas. Il y a un bug qui est assez pénible. Vous ne pouvez pas vous authentifier avec JPA dans un contexte de multitenant. Le ticket chez eux, effectivement, il n'est pas trivial à corriger. Bon, on cherche la petite bête, mais si vous faites du multitenant et du JPA, parce que c'est pareil, tout le monde ne fait pas du JPA. Voilà, si vous n'avez pas de JPA, ça marche très bien. Faites attention à ça. Donc ça, c'était pour la base de données. Maintenant, on va parler des sondes, du debug et des métriques, parce qu'envoyer un truc en prod, c'est cool, quoi. Mais il va falloir le monitorer. Et potentiellement, si jamais il y a un gros crash, le debug, en fait, voir comment ça se comporte sur la prod. Et il va aussi falloir avoir des métriques, en fait. Alors, si vous faites du Prometheus pour les métriques, en gros, tout va bien. Voilà. Parce qu'en natif, ça supporte Prometheus sans souci. Si vous faites du StatD pour les métriques, en natif, ça ne marche pas. Simplement parce que l'extension StatD, personne n'a encore commité dessus pour la transformer pour la rendre compatible natif, en fait. Il y a une développeuse de Red Hat qui est dessus, mais elle est sur plein de sujets de métriques, et du coup, voilà, il y a un ticket qui est ouvert, mais si vous faites du StatD en natif, en tout cas, il va falloir l'oublier. Il va falloir trouver autre chose. Et autre chose, par défaut, c'est du Prometheus parce que ça marche bien. En natif, vous n'aurez pas de JMX non plus. Bon, ça, c'est pas la faute de Quarkus, hein, c'est le principe même de Graal VM et de Substrate, en fait, c'est qu'il n'y a plus les agents de monitoring, parce qu'en fait, voilà, c'est pas une JVM comme une autre, quoi. Là, c'est du natif. Donc, si vous avez beaucoup, en fait, de sondes dans votre infra qui se basent sur JMX, ça va être chaud, en natif. Là, il va falloir que vous trouviez des alternatives. Si vous avez une infra entre guillemets à l'ancienne, hein, c'est pas du tout critique, qui touche beaucoup en JMX pour faire de la lecture, mais aussi pour faire de la modification, pensez-y. Si vous visez natif, ça va être chaud. Vous n'aurez pas de remote debug d'agent non plus. Donc vous ne pourrez pas vous brancher avec du JProfiler et débugger comme ça directement, puisqu'en fait, voilà, c'est pas une JVM. Donc en fait, l'alternative, quand vous faites du natif, ça va être d'utiliser un bon vieux GDB, littéralement, pour en fait voilà, débugger directement le natif. Les gens de Red Hat ont justement porté dans Graal du code, ils l'ont donné en fait, pour justement pouvoir avoir les debug symboles facilement trouvables, on va dire, avec GDB en fait. Donc voilà, Quarkus ne sont pas du tout hostiles avec Graal, au contraire. Red Hat a même contribué ça à Graal exprès pour justement débugger facilement les images. Il y a aussi les alternatives d'utiliser du Graal payant, du Graal VM payant, notamment pour générer des heap dumps, par exemple pour débugger, pour avoir aussi le choix du garbage collector, parce que G1 n'est que dans Graal VM payant. Dans Graal VM Community Edition, c'est pas G1, c'est Serial GC ou Epsilon, si vous avez envie de rien garbage collecté. Toujours sur les sondes, donc là pour le coup, c'est pas du Graal, mais c'est bien du Quarkus. C'est du Vertix. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas toutes les métriques Vertix qui sont exposées. Donc c'est un peu emmerdant quand vous avez besoin de monitorer l'usage de l'event loop, de monitorer les threads de Quarkus. Pour l'instant, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas tout. Et il manque des choses. Et il en manque beaucoup. Donc il y a un ticket qui est chez eux, avec pas mal de commits.
il est encore au stade de draft, simplement parce que c'est pas un ticket prioritaire par rapport à d'autres choses. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Mais du coup, voilà, si vous voulez les métriques Vertix les plus proches possibles d'un Tomcat pour savoir comment ça se passe dans un contexte HTTP et puis un contexte d'event loop, surveillez ce ticket parce que vous n'aurez pas tout. Ce qu'on perd, on perd Tomcat, c'est pas, c'est naturel, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont choisi de faire du Vertix et du Netty. Donc en fait, si vous perdez Tomcat, vous perdez les servlets, mais vous pouvez les récupérer en utilisant Undertow. Quarkus le supporte. Donc si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise en fait, à vous retrouver avec du contexte de servlet API à la Tomcat, vous pouvez toujours recabler Undertow derrière en fait. Donc c'est une des alternatives. Et la compensation, c'est là où il faut juste faire attention, c'est faut pas nécessairement tout penser en fait en termes de perf et de métriques en mode une requête HTTP, une thread du Tomcat à l'ancienne, j'ai envie de dire. Là, c'est du Vertix, donc c'est aussi une manière de penser qui est un petit peu différente. Ce qu'on perd, c'est assez embêtant. Je pense aux gens qui font du Spring Boot, vous perdez l'actuator. Il n'y en a pas chez Quarkus. On est en train de discuter. Il y a un ticket que les développeurs m'ont incité à ouvrir parce que je ne suis pas le seul à avoir dit que l'actuator manquait et c'était un peu embêtant. Donc ils sont en train de... Voilà, il y a des réflexions pour faire une sorte d'actuator côté Quarkus. Il n'y a pas de commit hein, pour l'instant. C'est des discussions sur le chat et des discussions dans le ticket. Donc en fait, l'actuator, en fait, le truc qui est cool, c'est qu'avec MicroProfile, vous avez déjà des équivalences parce que MicroProfile vous donne des endpoints de santé, par exemple, et des endpoints de logger aussi avec une extension. Mais donc voilà, si vous voulez un actuator à la Spring Boot pur et dur, va falloir jouer un petit peu avec MicroProfile et puis possiblement faire votre propre actuator, en fait, ce qui n'est pas très difficile à faire. Maintenant, des retours d'expérience sur le code dev ou prod. Pas simple. Pas simple, pas méga simple d'écrire une extension quand vous devez en écrire une. C'est-à-dire que quand vous ne trouvez pas dans les projets, dans les extensions open source, quand vous ne trouvez pas l'extension qu'il vous faut pour votre framework à vous, ou alors votre choix exotique d'un framework open source d'il y a quelques années qui est plus maintenu, par exemple. Si vous visiez du natif et que vous allez devoir faire une extension, pas simple. Pas simple. Voilà. Donc, il faut regarder comment les autres écrivent les extensions. Il y a une espèce d'extension fort de mise dans leur documentation, mais c'est déjà les deux mises qui connaissent un petit peu quand même Quarkus. Voilà. Donc c'est pas hyper simple. Il faut aussi comprendre un petit peu comment Graal fonctionne, justement pour comprendre ce monde fermé qui est le monde de Graal, et comprendre qu'en fait Graal ne voit que ce que vous lui autorisez à voir en fait, via l'extension. En fait. Donc c'est pas très très simple. Je caricature un peu, mais c'est arrivé. Vous ouvrez un ticket chez Quarkus et ils disent bah oui, c'est vrai, c'est un bug. Mais bon, je suis très occupé parce qu'ils sont en train de bosser comme des malades, les gars, en fait. Et donc, fais-moi une pull request. Donc, voilà. Si vous êtes chaud, vous pouvez faire la pull request. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous cliquez sur le lien status quarkus.io, ils ont l'indicateur du nombre de tickets ouverts versus le nombre de tickets fermés. Et globalement, ils arrivent à fermer. Voilà. C'est pas en train de partir en sucette. Voilà, il va falloir se déshabituer à relancer en debug tout le temps, parce que là, c'est du live reload et qu'il marche plutôt bien.
Si vous faites des coroutines en Kotlin, voilà, si vous êtes moderne et que vous avez déjà mis du Kotlin, ça marchait pas très bien dans Quarkus 1. C'est mieux en Quarkus 2. Ils ont résolu pas mal de choses. Et si vraiment vous avez toujours des embêtements, vous pouvez toujours faire du Vertix coroutine Kotlin. Voilà. C'est bon, ça fonctionne, c'est un peu space, mais ça fonctionne. Faut faire attention à Quarkus 2 qui est très très frais. Trop frais. Il n'est pas encore. Il n'est peut-être pas encore prod ready, il y a quelques soucis, quoi. Donc vous pouvez rester sur Quarkus 1. Par contre, ils n'ont pas été très clairs sur leur politique de backport. Voilà, il n'y a pas un truc officiel qui dit qu'est-ce qu'ils vont backporter et qu'est-ce qu'ils vont pas backporter. Donc il faut faire attention à ça, notamment parce que Quarkus 1 c'est JDK8 et Quarkus 2 JDK11. Donc j'avance un peu parce que voilà, on avance et c'est bientôt fini. Comparaison RAM et boot time. Alors, sans trop de surprise, ça fait ce que ça dit. C'est-à-dire qu'en fait, ça bouffe peu de RAM, ça démarre vite. Ça, c'est des moyennes chez nous sur des applications équivalentes, sans tuner la JVM. Bon, Spring API REST, bah voilà, c'est plus gros. Même en JVM, Quarkus démarre vite. C'est-à-dire que c'est pas que en natif que ça démarre vite, c'est aussi en JVM que ça démarre vite parce que c'est du bytecode qui est aussi optimisé. Et vite, ça veut dire 2-3 secondes. Et c'est sympa. Bon, ça prend moins de RAM, effectivement. Ça prend pas beaucoup moins de RAM en JVM qu'un Spring Boot, par exemple. Ça en prend moins. En natif, ça va en prendre beaucoup moins parce que vous allez éjecter les classes de la JVM, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin. Au niveau du build, c'est juste un peu plus long parce qu'en fait, le bytecode optimisé, il faut bien le générer. Donc, en fait, c'est un peu plus long de quelques secondes quand vous compilez, quoi. Comparé à quelque chose qui n'est pas du Spring, qui n'est pas du Quarkus, qui n'est pas du Micronaut, comparé à un bon vieux jar des familles, un jar qui fait du SOAP, du XML, du XRCS, des clients HTTP, ça reste quand même largement acceptable pour tous les avantages que ça donne. Quarkus est vraiment cool, quoi. L'éléphant dans la pièce, c'est que certes, vous aurez moins de RAM utilisé au startup et à la readiness. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de mettre 500 mégas d'objets en mémoire si vous en avez envie. Donc voilà, peu importe que vous fassiez du Spring, du Quarkus ou autre, oui, vous allez bouffer moins de RAM au démarrage, mais du coup, si vous mettez beaucoup d'objets en mémoire, ça va aussi charger la heap, quoi. Faut faire gaffe au débit aussi. En JVM, normalement, ça se comporte pareil en termes de vitesse. En natif, c'est un peu plus lent. Ça, c'est pas moi qui me dis, je cite Edvadas Nono, qui est le développeur advocate Grell, Oracle, qui l'a ouvertement dit sur le Paris Jog. Il est très transparent. Et Graal payant, du coup, est intéressant parce que Graal payant, du coup, justement, a des mécanismes d'optimisation en natif que Graal Community Edition n'a pas. Donc le binaire natif se comporte mieux quand il est compilé avec Graal payant. Voilà. Donc si vous faites du déploiement à la demande notamment, c'est déjà bien. Vous pouvez déjà empiler des Quarkus JVM, vous n'avez pas forcément besoin de faire du natif. De nos mesures à nous, ça prend entre 30 et 60% de RAM résidente en moins. Donc c'est la RAM physique, hein, c'est la resident state size, c'est pas la virtuelle. C'est déjà bien. C'est déjà bien que ça démarre, on va dire, 4 fois plus vite que Spring Boot. Par contre, voilà, en JVM, ça prend pas 4 fois moins de RAM que Spring Boot. Ça prend moins de RAM, mais pas de facteur 4 ou 5, quoi. Par contre, en natif, oui, ça va effectivement vous prendre beaucoup moins de RAM, quoi. Ce qui sera aussi valable avec Spring Native, hein, forcément. Spring Native va aussi éjecter la JVM, donc il prendrait moins de RAM aussi, quoi. Mine de rien, il faut se souvenir que du coup, au niveau des file descriptors aussi, qui peuvent prendre de la place en RAM,
parce que si vous faites 20 000 threads, bah, quelque part, des threads, ça pèse quelques kilooctets, donc 20 000 fois quelques kilooctets, vous prenez aussi de la RAM. Vu que c'est du vertex et qu'il y a un event loop, du coup, possiblement, vous aurez moins de threads HTTP. Et c'est très très intéressant d'utiliser le JAX Rest Easy Reactive, qui est une manière de Quarkus pour en fait travailler uniquement sur l'event loop, pour en fait pas toucher de thread pool. C'est très très bien, ça va vraiment vite, mais il faut aimer faire du reactive. Et c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc il faut être pragmatique. Mais JAX-RS Rest Easy Reactive est vraiment bien, et Quarkus le met assez en avant, d'ailleurs. Parce que voilà, quand vous tournez sur un event loop et que du coup vous faites moins de threads, bah forcément moins de threads, moins de ressources, moins de contexte switching, moins de RAM, moins de file descriptor, donc moins de tout, ça fait plus de vitesse et plus de volume. Bloquer un event loop, c'est facile, sauf que Quarkus, ils ont bien fait les choses, ils vont vous mettre un gros warning si vous le faites, pour vous dire de faire gaffe, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Le natif en coup, je peux renvoyer partiellement vers une présentation de Pascal Libenzi de Socube, dont je parlais au début, qui a carrément comparé avec Kubernetes ce que valait Quarkus et Spring Boot en termes de temps, en termes de tout, de volume. Spoiler, Quarkus gagne sur tous les points. Spring Boot, c'est du Spring Boot native qu'il a comparé. Et Quarkus gagne déjà, en fait, sur tous les points. Il n'est pas du tout payé par Quarkus, hein. Voilà, regardez ce post de Socube qui est aussi sur YouTube. C'est génial si vous faites du Kubernetes dans votre infra. Il faut absolument que vous regardiez ça parce qu'il a fait un travail monstrueux sur Kubernetes et les comparaisons. Ce qui est important, j'accélère un peu, GraalVM, ça coûte, c'est gourmand en RAM quand vous générez l'image native. Si vous avez 2 Go de RAM ou 4 Go de RAM, ça ne va pas le faire. Il faut au moins 8 Go pour être tranquille. 12, c'est mieux. Donc faites gaffe si votre CI, elle aussi, elle a des coûts de cloud, elle a des coûts de RAM. Si vous avez des runners de CI avec, voilà, 2 Go, si vous voulez générer des images natives GraalVM rapidement, ça va être compliqué. Le natif, un des coûts cachés, voilà, c'est que GraalVM payant existe et donne des avantages et permet surtout d'éviter tous les trade-offs en fait, AOT et just-in-time. Le natif, un des coûts cachés qu'il peut y avoir aussi, c'est OK, vous faites un binaire qui va démarrer extrêmement vite, en millisecondes, mais combien de secondes, combien de minutes il va vous falloir pour le provisionner avec votre conteneur Docker ou pod. Voilà, s'il vous faut 3 minutes pour faire un Docker, bah, au final, même si votre livrable il démarre beaucoup plus vite, vous avez quand même un sacré ticket d'entrée de côté Docker et côté pod, donc il faut faire attention à ça. Il faut aussi voir si vous êtes capable de déployer extrêmement rapidement un Docker ou un pod, parce que voilà, sinon bah, vous allez perdre un avantage de Quarkus sur le démarrage rapide. Et le natif en coût caché aussi, c'est que quand vous avez un binaire natif qui va exploser en prod, bah, ça va pas être super simple pour le débugger parce qu'il va falloir sortir GDB. Vous ne pouvez pas sortir JProfiler à l'ancienne ou Eclipse Memory Analyzer et puis vous mettez le heap dump et c'est magique. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il faut penser à vos équipes système et infra aussi. Quand un binaire qui va cracher en prod, est-ce qu'elles ont les outils pour intervenir facilement dessus? Les outils JVM, elles les ont, mais les outils natifs, il faut surveiller. Donc voilà, donc on a trouvé beaucoup de petites bêtes, mais globalement, en fait, oui, on est en prod avec. On est parti en prod avec. Pas sur du natif, sur de la JVM, parce que le natif, on a eu quelques trucs qui nous ont bloqués dans les temps. En fait, voilà, on ne voulait pas trop déborder sur le budget.
Donc oui, c'est clairement prod ready pour la très très grande majorité des boîtes, en JVM et en natif. Par contre, ça demande vraiment voilà, de rentrer dedans, hein. On a passé des dizaines d'heures, pas des centaines hein, évidemment, mais des dizaines de développeurs seniors, des développeurs voilà, qui connaissaient déjà Spring, et ça a aidé. Voilà, donc il y a eu des compromis, il y a toujours quelques bloqueurs dans des cas limites natifs. C'est pas totalement clé en main pour tous les cas de figure, parce qu'en fait c'est très jeune. Et comparé à Spring, qui a déjà 15 ans dessus, bah forcément Spring va couvrir plus de terrain, j'ai envie de dire. Et Quarkus, voilà, il y a quelques petits trucs un petit peu frais, quoi. Nous, ce qu'on recommande, voilà, c'est de prendre des mesures de précaution très très tôt. Pensez à la manière dont vous allez monitorer votre JVM ou votre natif. Pensez à votre bytecode que vous allez devoir générer si vous visez du natif. Et pensez à vos bases legacy et à votre code legacy de manière générale, qui utiliserait des jars d'il y a 20 ans, quoi. Enfin, j'exagère, mais il faut faire gaffe à ça si vous envisagez de faire tourner en natif. Ou de bénéficier en JVM de démarrage beaucoup plus rapide, quoi. Les mesures de secours, fixer nos bugs, bien sûr, fixer les bugs de Quarkus. Le seul souci, c'est qui connaît Quarkus, qui est déjà capable de committer sur Quarkus. Ben, à part les gens qui s'y sont intéressés, pas des masses. Donc, et pour l'instant, voilà, il n'y a pas non plus autant de développeurs, de committeurs potentiels que Spring, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il y a Red Hat, et il y a Red Hat et aussi tous les gens qui écrivent des extensions et pour leur librairie, en fait. Je pense à CXF, à Jouk, à Camel, voilà, plein de choses. Donc il y a des committeurs, mais si demain vous voulez committer, bon, c'est pas super facile, quoi. Mesure de score, revenir sur Spring Boot, voilà, parce que c'est assez facile, mine de rien, de repasser de Quarkus à Spring Boot. Ils ont des ponts en fait faciles en fait pour extraire des choses de Spring Boot, et du coup si vraiment ça déconne, vous pouvez revenir sur du Spring Boot et ça reste envisageable. Très perso et on va dire pas de politique. C'est un peu frais, mais c'est déjà en avance sur le natif, parce qu'effectivement Spring Native est en réaction et pas en action. Donc c'est bien joué de la part de Red Hat, clairement. C'est sexy, ça me rappelle effectivement, ça a l'air top ce truc quand Spring est sorti il y a 15 ans, il y a 17 ans. Voilà, donc c'est très bien, ça marche bien, c'est moderne, il y a un peu de rodage, il y a des gens sérieux derrière, il y a des gens qui connaissent, qui savent ce qu'ils font. Pas mal sont français, donc c'est plutôt sympa de pouvoir parler avec des développeurs de Quarkus en français. Est-ce que Spring, du coup, est pas déjà devenu bah voilà, un truc un peu vieux, un peu pâteau, un peu lourdeau? Bah, peut-être. Peut-être que c'est le moment, justement, pour des choses comme Quarkus et Micronaut, pour dire, bah voilà, Spring Boot a fait son temps. J'exagère un peu, à peine. Et globalement, voilà, on sent que c'est clairement un duel de grands fauves entre Red Hat et VMware, particulièrement, parce que VMware a racheté Spring. Et voilà, donc le terrain de chasse, j'ai envie de dire, c'est le cloud. C'est Red Hat OpenShift versus vSphere de VMware. Et c'est très bien joué de la part de Red Hat, hein. Clairement, ils ont vraiment fait un truc top. Et c'est compréhensible que ça puisse servir de levier pour qu'ils vendent du OpenShift derrière, bah voilà, qui est leur produit Kubernetes et Docker. VMware n'a pas de souci à se faire, mais on va voir ce que les mois réservent, parce que c'est intéressant de voir une telle opposition entre deux géants dans le domaine du cloud. Et soit ils cohabitent, soit il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. On va voir. Et dernière opinion perso, c'est cool enfin d'avoir du live reload qui marche vraiment.
Par contre, effectivement, si vous avez du live reload sur des grosses codes bases, si vous avez du live reload qui charge des objets de base de données de test par centaines ou par dizaines de milliers, bon, peut-être que finalement, vous ne voulez pas live reloader ce genre de truc parce que c'est trop gros. Donc, il y a des discussions pour ça sur la mailing list de Quarkus, où les gens disent en gros comment faire du live reload, mais partiel. C'est-à-dire que juste pour en fait vous régénérer ce dont vous avez besoin. J'ai débordé un peu, donc il y a peut-être un tout petit peu de place pour le Q&A. Et puis s'il n'y a pas de place, tant pis, on y répond. J'y répondrai peut-être par mail ou voilà. Je suis joignable du coup sur le Slack de la communauté de Montpellier. Je suis sur le channel du Jug Java. Et voilà. Et je vois que dans le chat, effectivement, il y a quelqu'un mentionne effectivement un des e-books de Antonio Goncalves, effectivement. C'est un des auteurs de deux des trois e-books. Et ils sont bien, ces bouquins. Et alors oui, vous pouvez les payer, je pense, mais chez redhat.com, ils sont gratuits. Donc, voilà. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, voilà, j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez envie de faire du Quarkus, moi, je vous dis, allez-y. Parce que c'est cool de voir qu'il y a des choses comme ça qui existent dans le monde Java et que l'écosystème Java, il est quand même très très vivant, très très actif et que c'est pas du tout un truc préhistorique qui sent le formol. Voilà, voir des choses comme Quarkus laisse présager de très très bonnes années à venir dans le domaine du Java. Merci à tout le monde. Merci à François en particulier pour la captation. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, c'est très complet, très dense, très fluide. Il y avait de l'information. Et du coup, oui, je vois qu'il y a des gens qui réagissent en disant des merci beaucoup pour la présentation et les retours d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Après, bon, ils vont disserter longtemps sur Quarkus, disserter sur beaucoup de choses dans l'écosystème Java. On peut aussi disserter sur beaucoup de choses dans l'écosystème JVM en face de Java aussi. Il bouge aussi à une grande vitesse. Mais nous pouvons aussi parler de Jakarta E, bien évidemment, pour relancer des vieux débats et des vieux démons. Voilà, complètement. Mais ça bouge. Voilà. Ça bouge. Voilà, c'est intéressant de voir que tout bouge en Java. C'est pas figé, hein, les choses bougent dans le bon sens en plus. Donc Java a de l'avenir. Java a de l'avenir, Java a de l'avenir, ne vous inquiétez pas. Ce langage a déjà 25 ans, vous n'aurez pas à changer vos habitudes avant encore au moins 20 ans. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le moyen de faire en Java pendant encore bien 20 ans, malgré qu'on ait déjà passé les 25 ans de Java. C'est le langage du turfu de certains jeunes. Bon, peut-être pas à l'école, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se lance sur... parce que sinon on va couper la captation, parce qu'on est déjà à 1h10 de live, du coup qui partiront sur YouTube, sur le channel MTH. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Vraiment. Sinon, à première vue, on attend que les questions puissent potentiellement arriver. Voilà, on te sent conquis. Y a-t-il des problèmes avec le support de Kotlin? Alors déjà, je me souviens que tu as parlé de la problématique de support coroutine, avec un espèce de hack qui consiste à dire oui, mais c'est pas grave, on enregistre ça dans du Kotlin et on lance ça à travers un espèce de run blocking context Vertex pour venir runner tout ça. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres problèmes de support avec Kotlin? Alors, pour être complètement transparent, l'API qu'on a faite, effectivement, je ne l'ai pas précisé, c'est du Kotlin. Et on n'a pas trouvé de problème particulier, juste avec ces histoires de coroutine, mais effectivement, il y a des alternatives. Donc voilà. Donc ça marche en Kotlin et c'est cool. C'est cool.
J'imagine qu'effectivement, dès qu'on parle de support de coroutine, on parle également de tout ce qui est associé au support de coroutine. Donc, typiquement, si vous faites du flow, le faire du stream en Kotlin, vous avez la problématique parce que la coroutine est utilisée en dessous. Pareil, si vous utilisez des supports plus fonctionnels qui ont un support coroutine, enfin bref, tout ce qui va taquer du support dans les librairies vont se retrouver avec le problème de coroutine. Après, il est vrai que c'est juste de la jonction thread support en disant en fait notre event looper Undertow, on lui fait runner un contexte Vertix qui run la coroutine et je pense que ça fait le café, de ce que j'ai compris. C'est un peu ça. Et clairement, le support de Kotlin 1.5, les commits sont en cours dans Quarkus 2. Donc voilà, ils sont alertes. Clairement, Kotlin n'est pas un citoyen de seconde zone. Et ça, c'est cool aussi. Du coup, voilà, nous avons le report par rapport à Kotlin. Effectivement, Kotlin. Alors après, certains comme moi sont un peu chagrinés, un peu chafouins de voir que la modernité qui sort du monde Java est encore et toujours un modèle à base d'annotation, alors qu'on commence à avoir des systèmes programmables qui pourraient éviter d'avoir des problèmes d'introspection, même si elles sont générées en AOT. Du coup, d'un point de vue expérience, le modèle rester un modèle d'annotation, est-ce que c'est toujours sympathique parce que du coup ça change peu les habitudes par rapport à ce qu'on a découvert avec Spring 3 à l'époque et maintenant Spring Boot, Micronaut, etc. Toute la vanne annotation. Les extensions, elles sont toujours basées sur des annotations et bon, ça offre une certaine forme de lisibilité, notamment quand tu cherches à comprendre ce que ton extension fait en fait, parce que voilà, si une extension, c'est pas, c'est juste c'est pas hyper lisible par nature, parce que c'est justement une extension qui est là pour générer du bytecode optimisé pour aider au final Graal aussi à aller plus vite. Bon, ça reste assez lisible grâce au arrobase. Quand tu survoles les extensions, tu vois quand même globalement ce que ça fait. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est des extensions. Et même Spring Native ont choisi aussi une forme d'extension. Il y a des arrobases natives qui sont apparues dans Spring aussi, pour justement faire une forme d'équivalence au arrobase record de Quarkus. Donc, même Spring Native ont collé une ou deux annotations arrobase native. Donc, Effectivement, parce qu'on a oublié avec le monde Spring et le monde Java E, mais il se trouve que les annotations avaient été aussi pensées pour être faites à la compilation, puisqu'il y a une phase de compilation des annotations qui est assez peu utilisée à part par Lombok, et maintenant de temps en temps des frameworks alternatifs ou des trucs comme Quarkus ou Spring Native qui viennent les utiliser. Mais effectivement, que nous rappelons aussi pour ceux qui font du natif, qui connaissent peu le natif dans les JVM, que globalement les annotes permettent aussi de venir utiliser des fichiers qui permettent en fait à la compile de GraalVM de venir savoir détecter avec un tree checking, donc en venant décrire ce que vous avez besoin, de venir analyser le code qui est utilisé pour venir retirer tout ce qui est superflu. Donc la problématique de fond qui est, on est obligé de venir décrire en avance de phase tout ce qui va être utilisé, et donc du coup c'est un problème d'énumération qui est assez long et fastidieux, mais on a des outils pour nous aider maintenant, et ça c'est quand même un gros avantage. Merci Spring Native, merci Red Hat de faire le travail pour nous, parce que si on se cassait le cul à le faire avec GraalVM dans la JVM, on en aurait pour 40 ans. oui. Merci, effectivement. Merci à eux. Il y a une question, effectivement, sur un retour d'expérience sur la partie réactive. J'aimerais bien que, justement, trouver un talk de quelqu'un qui fait un Rex réactive, Quarkus. Ce que je peux dire à la personne qui a posé la question, il faut que tu regardes, que vous regardiez, le YouTube Weekly des gens de Vodafone et de Quarkus, parce que c'est les gens de Vodafone Grèce qui justement expliquent comment, en gros, ils ont monté une API chez Vodafone qui est une API réactive pour le coup. Et pour avoir des volumes qui sont des volumes conséquents, parce que Vodafone, voilà, c'est fait en Grèce, enfin, c'est Vodafone, quoi. Il y a des éléments très très intéressants dans le retour d'expérience réactive sur des gros volumes.
Et il y a notamment du coup les développeurs de Vodafone qui font du live coding de endpoint reactive en Quarkus. Donc c'est top. Ok, du coup, chercherons ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant? On peut couper, il est 1h15. On a 1h15 de diffusion. J'ai vu, est-ce que Micronaut, attends, il faut que je scrolle un peu. Oui, nous avons aussi une réflexion effectivement sur le concept, sur le fait que effectivement Micronaut est aussi chez Oracle maintenant, que le créateur de Micronaut est chez Oracle, et que Cédric Champeau a effectivement annoncé après moult suspense de son départ de Gradle qu'il allait travailler sur Micronaut sur Oracle. Après, bon, Ok. Oui, c'est oui, toujours la alors, grande question. oui, c'est ça, en fait, c'est quand je parlais de duel de grands fauves, effectivement, bon, c'est vrai que j'ai un peu oublié Micronaut, et mine de rien, bah voilà, ils existent, hein, c'est les gens de Grail, c'est Object Computing. Effectivement, je me souviens avoir vu sur le blog de Micronaut que une des versions récentes de Micronaut, ils ont effectivement amélioré le support du cloud Oracle. Donc peut-être que aussi ils cherchent un appui d'un autre géant comme peut l'avoir Red Hat avec IBM et comme peut l'avoir Spring avec VMware derrière. Micronaut existe hein, clairement et ils sont bien et voilà ils sont en prod ready chez quelques gros. Mais voilà, c'est peut-être eux qui ont plus de soucis à se faire avec Quarkus en fait. Parce que ça chasse sur le même terrain et Quarkus a une force de frappe technique et marketing plus importante. Après, là, c'est de l'analyse de géopolitique JVM. Oui, Hein. Pour le coup, on est sur des moult considérations à prendre en compte, etc. On ne sait pas tout l'avenir sera fait, etc. ouais. etc. Moi, je ne donnerais pas de pari gagnant personnellement. Hein. Enfin, typiquement, hein, quand on voit la team qui est en train de se faire Apple, on se demande ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, je me permets pas d'utiliser une boule de cristal et de prédire le futur. Néanmoins, oui, effectivement, on a ce débat de géants, en tout cas de gens qui ont des moyens, qui peuvent payer des gens, même si ça ne marche pas. Voilà, l'un en face de l'autre, et Oracle qui commence à revenir dans la course. Alors, est-ce que vous avez évalué des petites alternatives type 14, HTTP 4K, etc. Alors moi là-dessus, à la limite, je peux répondre parce que moi j'ai fait pas mal de HTTP 4K et j'ai fait pas mal de HTTP 4S, etc. Mais j'ai fait assez peu de Quarkus dans ma vie parce que je vous l'avoue, ça m'a assez ennuyé en tant que développeur personnellement. Mais peut-être que vous avez fait, vous, le check, dans votre check en prod, avant de partir en prod, d'autres alternatives plus soft, HTTP 4K, 14, ou même de l'Undertour en direct en Java, hein, pourquoi pas. Alors, vu le budget et vu le temps qu'on souhaitait consacrer à ça, non. On n'a pas cherché les micro petites alternatives. On a été influencé, j'ai envie de dire, par le fait que voilà, Quarkus fait parler de lui. Et on voulait vraiment regarder ce que ça valait. Et vu les contraintes de temps et de budget, voilà, on a choisi de ne pas aller chercher plus loin une fois qu'on a vu que pour nous, on trouvait ça intéressant. Mais oui, c'est bien de rappeler qu'il y a des alternatives, ouais, effectivement. Encore plus compactes, en fait. Effectivement. Voilà. Alors, on rappelle aussi effectivement qu'on est sur des alternatives qui sont un peu aussi des fausses alternatives, dans le sens où on parle de 14, HTTP 4K ou Javelin ou ce genre de conneries, qui sont des serveurs web, qui n'ont pour vocation que d'être des serveurs web. Là où Quarkus, Spring Boot, etc. ont une vocation d'être beaucoup plus large et d'avoir via des packages et de l'utilisation d'extensions ou de plugins, d'actuators, enfin pas d'actuators, de starter dans Spring Boot, venir rajouter d'autres comportements. Vous n'allez pas faire de la BDD avec du HTTP 4K, etc. Mais voilà, moi d'utilisation, je suis un gros utilisateur de HTTP 4K et HTTP 4S. J'aime beaucoup l'approche fonctionnelle qu'il y a dedans. J'ai même fait du Undertow en direct, que je trouvais très agréable en fait à utiliser quand on fait de l'Undertow en direct.
Néanmoins, voilà, une chose est sûre, c'est que quand vous faites ça, vous faites vos branchements à la main. Voilà. Il y a des gens, il y a des développeurs comme moi que ça ne gêne pas de faire des branchements à la main, c'est pour ça que je suis committer sur Spring Boot. Mais il y a des gens, effectivement, pour qui le côté packagé de Quarkus et de Spring Boot relève est super intéressant. Et on peut comprendre tout à fait en quoi c'est intéressant quand on voit qu'il s'agit d'ajouter 3 extensions, une indépendance, et que tout à coup on a une BDD qui s'est rajoutée, du monitoring, voilà, on va rajouter X et Y. Ok. D'autres questions? On est déjà en train de déborder pas mal. Mais... Oui, après, nous ne sommes pas forcément posés par le temps. Bon, il est quand même 19h46, c'est vrai qu'il serait peut-être temps de se considérer d'aller manger. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va wrapper là-dessus, tranquillement. Attendez, on va pouvoir se permettre aussi de faire un petit remove pour venir remettre comme ça. Il me semble qu'il n'y a pas de questions qui sont en train d'arriver. Je vois le retour qui arrive du stream, du coup j'aurai eu le temps de voir le message, etc. Du coup ça devrait aller. Donc du coup, merci beaucoup Laurent. François, quand les jugs en présentiel, alors les jugs en présentiel, on se retrouve avec la problématique de... Ça fait longtemps qu'on a envie de refaire des jugs en présentiel. Moi, je suis aussi organisateur de 2 autres meet-ups sur Montpellier, hein. Et on peut pas faire de présentiel non plus. La problématique des présentiels, elle est donnée par des problématiques ministérielles et aussi donnée par la problématique qu'on n'a pas de lieu dédié au MTH parce qu'on n'a pas, pas le budget tout simplement, et qu'actuellement les boîtes sont trop frileuses pour faire venir des extérieurs le soir, etc. avec la crise Covid, hein, tout simplement, c'est assez logique, les boîtes ne veulent pas s'engager à prendre la responsabilité de gens qui viennent sur leur lieu pour potentiellement se contaminer. Donc on espère septembre. On espère septembre sur les jugs en présentiel, on espère septembre pour tous les meet-ups en présentiel. Je veux dire que c'est pas que les jugs. Après, qu'on soit tout à fait honnête, vous avez vu que dans l'équipe de Jug, clairement, moi je suis clairement plus un développeur Java full-time. On n'a plus beaucoup de développeurs Java full-time, même de développeurs JVM, on commence à en manquer un petit peu. Du coup, si vous avez envie de voir revivre le Jug, si vous voulez rechercher des gens, etc., on a les contacts, on a ce qu'il faut, c'est juste qu'on est beaucoup moins motivé qu'avant pour faire des présentations sur le Jug. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à communiquer sur le channel du Jug du Sac Montpellier et on sera très heureux de vous rajouter dans l'organisation pour vous filer toutes les billes pour venir gérer tous ces trucs-là. Le présentiel, c'est minimum septembre, oubliez avant, c'est quasiment sûr et certain. Par contre, dès qu'on peut retourner dans les boîtes, qu'on a les contacts qui nous permettent de retourner dans les boîtes, on refera des jugs en présentiel. Ce qui va nous manquer, ce sont des sujets. Et alors là, par contre, là-dessus, c'est plus une question de motivation des gens qui organisent. Et on cherche toutes les personnes qui sont intéressées par le monde du Java, etc. Plus motivées, j'ai envie de dire, par le monde du Java que ce que peuvent l'être l'équipe d'organisation actuelle. Et du coup, si vous avez des envies, etc., n'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de vous mettre le pied à l'étrier et vous aider à organiser plein de trucs parce que c'est vrai que voilà, on a cette problématique actuellement de Covid et aussi de motivation personnelle parce qu'on gère tous beaucoup de trucs, on fait tous d'autres trucs à côté professionnellement et que du coup, en fait, on n'a plus trop le temps de rester actualisé sur le monde du Java, que ça nous intéresse un peu moins et que du coup, voilà, on a moins l'envie d'organiser des jugs. Donc voilà. Bon entendeur, le message est passé. On revient en septembre, c'est quasiment sûr, on trouvera quelque chose. Mais pour la pérennité du Jug, on cherche des gens pour venir s'en occuper qui sont beaucoup plus passionnés que tout ce qu'on a actuellement dans les organisateurs qui ont clairement d'autres choses à faire. Et sinon, après ça, merci Laurent. Merci beaucoup d'être justement dévoué à relancer un petit peu parce que la dernière fois qu'on avait fait un talk, c'était il y a plus d'1 an et on avait fait un truc très très hardcore dans le sens où on avait fait venir quelqu'un qui nous avait parlé de comment créer un langage de programmation. Donc on était vraiment à des années-lumière de ce qu'il y a eu, qui a été beaucoup plus dans la cible de Jug. Et du coup, merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses à dire avant qu'on coupe et qu'on finisse tranquillement cette soirée, qu'on puisse aller manger, prendre des bières, même si moi j'ai déjà commencé. Eh ben, non, merci François pour t'être occupé de la captation et puis merci à tout le monde. Et effectivement, c'est cool de refaire un peu vivre un jug. Voilà, il y a besoin de ça. Il y a besoin de relancer les jugs, hein. Sachez que même si c'est pas forcément chez vous, il y a tous les jugs de France. Je connais beaucoup d'organisateurs de jugs de France. Tout le monde est à la recherche. En plus, ça crie vraiment pas. C'est très difficile d'organiser des jugs en remote.
On espère que ça va se débloquer, notamment on espère que la vaccination va faire en sorte que les boîtes soient moins frileuses à accueillir des gens. Et puis voilà, donc septembre, je vous donne rendez-vous à tous en septembre, c'est sûr. On fera quelque chose, on fera un gros truc, on mettra un peu d'argent, on va essayer de faire quelque chose de truc sympa, à beaucoup et avec un bon apéro, etc. Et peut-être 2 talks, etc. Enfin bref. Il y aura quelque chose en septembre, en espérant que ce soit présentiel. Si ce ne sera pas présentiel, ce sera décalé à quand on pourra le faire en présentiel. Mais il y aura quelque chose. Et sinon, bah, merci encore. Bel été à tous. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, bel été, tout ce que vous voulez, etc. Grosse prise de vacances pour tous les meet-up globalement. De toute façon, il y en a très peu qui sont actifs actuellement. On se revoit en septembre, si c'est possible en présentiel. Sinon, on se reverra quand ce sera disponible ou si quelqu'un nous propose un talk. Je rappelle, si vous voulez vous engager auprès des jugs, etc. Engager est un mot fort. Si vous voulez vous investir dans les jugs ou d'autres meet-up de Montpellier, n'hésitez pas à envoyer des messages aux gens qui organisent. On cherche tous de la main-d'œuvre passionnée et qui a du temps dédié à ça. Et puis c'est très cool. Et puis voilà, ça nous fait plaisir. On a 1h26 de live. On a repris un jug. On se revoit à l'été. On revoit passer l'été. Et puis je pense qu'on va tous pouvoir mériter d'aller manger, boire une bière. C'est clair. Allez. Bon, du coup, je nous vire de la scène et je vous mets le slide d'intro de fin et je remets un petit peu de Zikmu avant que... Oh non, même pas. Je vais vous laisser malheureusement dans le son parce que ça va être compliqué de gérer tout ça. Allez, à plus, bon été à tous et on se revoit en septembre. Ciao.